c'est qu'il n'y avait pas 36 choix. On a appelé à une manifestation. Il y a 200-300 personnes qui sont allées en direction de la forêt. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont bloqué les machines. Parce que quand une machine coupe, il ne reste pas 36 choix. On se met devant et on lui dit stop. C'est fini. Donc ils sont partis. Le bois était occupé un mois. Et au bout d'un mois, c'est les gendarmes mobiles qui sont revenus. Donc une centaine de gendarmes mobiles qui ont évacué le bois. Et 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, entre-temps, il y a quand même toute une communication qui s'est lancée, une publicisation de la lutte. Et tout à coup, il a été choquant pour pas mal de monde qui peut-être était moins intéressé par la question de la dimension nucléaire en vérité, mais qui ont été choqués qu'un bois soit rasé. Et ça a touché pas mal de gens immédiatement, de se dire, il y a un projet nucléaire là qui est en train de raser le bois sans vergogne. Et donc, pas mal de gens sont venus à l'appel de réoccuper la forêt. Et donc là, il y a vraiment eu plusieurs centaines de personnes qui sont retournées en manifestation, sont rentrées dans la forêt. Ça a été relativement conflictuel ce jour-là, mais la manifestation s'est insérée par un côté de la forêt où n'étaient pas les gendarmes, ou en tout cas d'où ont reflué les gendarmes, parce que c'était impossible pour une centaine de gendarmes de protéger un bois. Enfin, n'importe. Comme c'est impossible d'occuper une forêt, c'est impossible de garder. Enfin, n'importe. Concrètement, quelqu'un qui veut rentrer dans une forêt, rentre dans une forêt. On ne défend pas une forêt en vérité. On peut construire des barricades sur les accès pour rendre plus difficile l'entrée dans une forêt, ce qui s'est passé dans les mois suivants pour rendre difficile à l'Andra de rentrer. Mais en fait, il y a eu plusieurs mois comme ça où petit à petit, les opposants sont installés dans la forêt. Il y a quand même une phase très importante parce que l'Andra a quand même essayé une chose. Pendant la période où les opposants avaient repris une partie de la forêt, les gendarmes occupaient l'autre partie. Les opposants ont dû s'en retirer parce que c'était extrêmement dangereux de rester dans la forêt la nuit parce que les gendarmes avaient les vigiles de l'Andra, et ça c'est aussi un truc à souligner, les vigiles de l'Andra patrouillaient avec des casques et des bâtons et ont agressé des gens dans la forêt parmi les opposants. Après, je ne vais pas faire de l'angélisme de l'autre côté, c'était pas non plus pacifique, quoi. Il y avait vraiment un face-à-face très très tendu pendant cette période-là. Et l'Andra a continué à faire des travaux sur la partie où ils étaient protégés par les gendarmes. Ils ont voulu faire un mur d'enceinte de 3 km pour entourer le bois et le protéger et totalement se l'approprier pour plus qu'on puisse rentrer. En fait, le mur, c'était un mur de 2 mètres de haut sur 3 km de long. Ils ont réussi à en bâtir 1,6 km. Nous, on les attaquait en justice sur le bois, sur la propriété du bois, l'échange du bois, puisque l'échange du bois par la mairie qui possédait ce bois, c'était fait à 6 h du matin. Nous, on l'a appris de justesse, on était allé au conseil municipal, vote à bulletin caché. Le bois a été échangé. Et du coup, on l'a attaqué sans justice, on a eu raison. Et le 1er août 2016, première décision importante, première décision de victoire vraiment dans la lutte à Bure sur 20 ans. Première décision en justice favorable aux opposants, mais vraiment d'un point de vue important, quoi, qui renversait totalement la situation. L'Andra perd la possession du bois, en fait. Et là, à ce compte-là, nous, le 15 août, donc 2 semaines plus tard, on avait organisé une manif vraiment pour pouvoir réinvestir totalement le bois. Et bien la manif devient une manif d'occupation totale du bois, puisque les gendarmes se retirent l'avant-veille, totalement. L'Andra se retire, les gendarmes se retirent, tout est retiré, les machines, tout. Donc le bois est libre. Et quand on rentre, on est 400 à rentrer. Et il y a 400 personnes qui, ce jour-là, détruisent les 1,6 km de mur. Donc ça sera le grand événement, la chute du mur de Bure. Mais toute cette période-là popularise beaucoup la lutte de Bure. Il y a beaucoup d'articles de journaux, la presse nationale s'en empare, alors qu'avant c'était beaucoup plus une presse locale qui en parlait. Dans des réseaux militants, ça en parle pas mal. Donc tout cet été-là va pas mal visibiliser la lutte à Bure. Et durant les mois suivants, l'occupation va se poursuivre tranquillement sur la forêt jusqu'au printemps de l'année d'après. Et l'Andra, qui était condamné dans les 6 mois à remettre en état le bois. Donc, remettre en état, c'était retirer les 20 cm de gravier qu'ils avaient mis sur 3 km, plus la couche de géotextile qu'ils avaient mis en dessous pour empêcher toute végétation de pousser, plus
retirer le mur, les 1,6 km de mur qui entre-temps était couché par terre et avait été détruit à coups de masse, mais qui était toujours là, et replanter sur toute la longueur des arbres. Ça, c'était ce à quoi ils étaient condamnés dans les 6 mois. Qu'est-ce qui arrive? Une semaine avant l'échéance de ce délai, qu'est-ce que fait l'Andra? Ils arrivent avec leur machine, une pelleteuse de camion, soi-disant pour remettre en état le bois. Et donc ils forcent le passage tôt le matin, ils forcent les barricades qui avaient été construites avec la pelleteuse, qui sont poussées avec la pelleteuse, ils s'introduisent jusqu'à la moitié du bois, et pas de chance, ce jour-là on était là avec une équipe de France 3, qui filme tout ça et qui montre que l'Andra vient de s'introduire de force dans le bois sans avertir. Ils auraient très bien pu éventuellement tenter ce qu'ils n'ont pas fait, de nous contacter et dire on veut remettre en état le bois, et ça n'a pas été fait. Donc l'Andra est passé en force et s'est servi de cet argument-là pour dire qu'il ne pouvait pas remettre en état le bois puisque les affreux opposants qui étaient là mettaient en danger les travailleurs, etc. Et de fait, nous, la seule chose qu'on a fait ce jour-là, c'était une nouvelle fois se mettre devant la machine. Et on était 10 en fait ce jour-là. Il y avait 10 personnes dans le bois. Donc les 10 personnes se sont mis devant la pelleteuse, qui a manqué d'écraser un des opposants d'ailleurs ce jour-là. Et l'équipe de France 3 a permis vraiment de visibiliser à quel point l'Andra avait ce jour-là tenté de passer en force en fait. Donc ce qui a recréé un peu une période de repos pendant quelques mois à nouveau, où l'Andra s'est retiré, a laissé le truc. Il y avait l'huissier qui constatait régulièrement l'occupation. Nous on avait posé une occupation légale, c'est-à-dire on a mis une boîte aux lettres avec un occupant légal du bois qui habitait le bois. Donc l'Andra pendant 6 mois a fait la procédure patiemment d'expulsion de l'habitant déclaré du bois. C'est assez intéressant comme période. Il y avait un soutien assez vaste aussi au niveau national à ce niveau-là. C'était vraiment chouette, toute la solidarité qui s'est construite pendant des mois. Il y a énormément de collectifs de gens qui sont passés pendant des mois à Bure, mais vraiment de tous horizons. C'est vraiment pas un milieu en particulier militant qui... C'est beaucoup de gens qui sont passés en quelques mois, des collectifs entiers qui sont venus faire des travaux pendant une semaine, qui sont venus installer des choses, qui sont venus dans le bois ou à la maison de résistance. Et entre-temps, nous on avait acquis plusieurs maisons, donc on avait acheté plusieurs maisons collectives pour continuer l'installation qu'on avait déjà initiée un peu avant, en se disant petit à petit on va devenir la population des villages qui résistent autour du projet en fait. Et je pense qu'il y a eu vraiment un tournant très important, et je vais finir vraiment sur la dernière phase, je ne vais pas faire trop long, mais la dernière phase importante, c'est le tournant répressif très important qui s'est produit à la moitié de l'année 2017, mais qui a commencé au printemps 2017. Il y a eu une manifestation le 17-18 février qui est partie en direction de l'Andra, où il y avait 800 personnes à peu près qui ont marché sur l'Andra. Donc toutes les grilles d'enceinte du sud du laboratoire à l'occasion de cette journée avaient été renversées. Donc là, c'était plus une manif qui avait été organisée pour dire à l'Andra, parce que c'était juste après qu'ils aient tenté de rentrer dans le bois, c'est-à-dire vous ne reviendrez pas dans ce bois, ça ne se passera pas. En fait, cette manifestation est du coup allée du bois vers l'Andra symboliquement en disant vous ne reviendrez pas dans le bois. Donc cette manifestation avait abouti à des confrontations avec la police, etc. devant le laboratoire. Il y a eu plusieurs blessés. En fait, c'était assez violent cette journée-là. Mais au final, le ressenti global de la journée, c'est qu'il y avait eu plein de moments de la journée qui étaient assez riches et assez... beaucoup de gens sont ressortis vraiment avec l'impression qu'on construisait quelque chose d'intéressant à Bure. Sauf que ça a déclenché aussi un tournant au niveau de l'État et des autorités avec une déclaration du Premier ministre qui disait il n'y aura pas de ZAD à Bure. On avait écrit peu avant un texte, il n'y a pas de ZAD à Bure. Nous-mêmes, on avait écrit un texte, il n'y aura pas de ZAD à Bure. Bure n'est pas une ZAD, il y a une ZAD, c'est celle de Notre-Dame-des-Landes. Ici, on est dans une situation très concrète d'une forêt qu'on occupe parce que les gens veulent faire les travaux, etc. Enfin, on n'est pas dans un même contexte, en fait. On est sur une lutte antinucléaire de longue... Enfin, il y a vraiment des contextes très différents de lutte, même s'il y a des pratiques similaires, avec des réseaux similaires et des gens qui naviguent entre les différents terrains de lutte aujourd'hui. Il n'y avait pas de velléité vraiment profonde de dire on
pose une nouvelle ZAD dans un truc un peu de mimétisme avec Notre-Dame-des-Landes. Ce n'était pas le cas en fait. Et finalement, c'est l'État qui crée cette vision-là assez rapidement et qui nous retranche aussi dans cette vision-là, de fait. Et à partir de là, on a beaucoup plus de gendarmes qui apparaissent, donc des contrôles beaucoup plus massifs qui s'installent sur les routes, avec une dernière phase au printemps qui marque le début des hostilités, un petit peu le renversement de situation. C'est le 18 mai 2017, on a un vote, la réorganisation du nouveau vote de la mairie pour un nouvel échange du bois, pour que l'Andra récupère sa propriété du bois en fait. Ça c'est la nouvelle phase le 18 mai 2017. 200 gendarmes défendent la mairie pour le vote. Nous, on est... De quoi? Dans un village de 190. Dans un village de 160-170 habitants, il y a 200 gendarmes mobiles qui ont fait des grilles anti-émeutes tout autour de la mairie pour qu'on ne puisse pas accéder à la mairie. Donc certains d'entre nous sont gracieusement autorisés à assister au vote, en sachant qu'on avait dénoncé peu avant les gros conflits d'intérêts qu'il y a chez plusieurs conseillers municipaux. Donc sur 11 votes qu'il devait y avoir, on avait levé quand même des conflits d'intérêts chez 5 conseillers municipaux, c'est-à-dire qu'ils ont soit des enfants qui bossent pour l'Andra, soit ils ont des enfants qui bossent chez l'Andra, soit ils ont des terres que l'Andra leur a cédées, des bois de chasse, enfin, il y avait largement de quoi fausser le vote, quoi. Il y en a un seul qui est reconnu au tribunal et qui est invalidé, un seul vote. Une seule personne qui a officiellement pas le droit de voter pour conflit d'intérêts sur tout cela. Donc évidemment le vote est un peu à une voix quand même au conseil municipal. L'échange est revoté. Donc pas de chance, ça aurait pu être une voix de notre côté, c'est une voix de l'autre côté. Donc l'Andra récupère la propriété du bois le 18 mai, ce qui réentérine la procédure d'expulsion qui aura lieu, mais que l'année d'après en février. Par contre, entre-temps, ce qui arrive, donc il y a une semaine d'action qui intervient en juin 2017, à l'occasion de laquelle un certain nombre d'activités sont organisées durant la semaine. Je vais faire synthétique parce que... Mais à cette occasion-là, il y a une manifestation. Il y a une manifestation spontanée qui s'introduit dans l'hôtel-restaurant de l'Andra et il y a un départ d'incendie dans ce bâtiment. Ça va ouvrir vraiment, ça va être l'argument absolu. C'est la presse immédiatement est incendiaire, c'est ce qu'elle veut dire. Elle dit les opposants ne nous font plus rire. Maintenant c'est trop, c'est fini. Alors là c'est l'avalanche, c'est terrible. Ça y est, Bure, c'est devenu trop. Il faut sévir, il faut faire quelque chose. Les sénateurs de la Meuse demandent qu'il y ait stationnement d'une brigade de gendarmerie mobile en permanence, ce qui est accordé immédiatement derrière. C'est-à-dire qu'à partir de juillet, donc 3 semaines après les événements, il y a une centaine de gendarmes mobiles qui se relaient jour et nuit à Bure et qui sont toujours là. Et ça change tout en fait. Ça change absolument tout parce que la lutte de Bure, elle est quand même très composite. C'est-à-dire qu'elle s'était articulée pendant des mois et même toutes les années précédentes. Dire il y a eu un virage radical, plus violent, qui a commencé vraiment à partir de 2015 ou 2016 avec une nouvelle génération, etc. C'est méconnaître le fait qu'il y a toujours eu différentes compositions de la lutte à Bure. C'est archi faux. Depuis le début, il y a toujours eu des phases conflictuelles, des sabotages ou des pétitions, des manifestations. Il y a plein de pratiques différentes qui ne s'entendent pas toujours. Et comme dans toutes les luttes, on s'engueule beaucoup. Mais voilà, il y a toujours eu un équilibre entre les choses, très longtemps. Sauf que là, on arrive vraiment à une situation où les autorités réduisent la lutte juste à quelque chose d'hyper répressif. Donc en stationnant les gendarmes mobiles H24 à Bure, il n'est plus possible de rien faire à Bure en fait. C'est-à-dire qu'à partir de juillet 2017, on ne peut plus aller se balader dans les champs. Immédiatement, contrôle. Il y a une Jeep qui arrive, contrôle d'identité, pas de pièce d'identité, direction le poste. On ne peut plus savoir ce que l'on a fait, puisqu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller voir en fait. Donc on ne peut plus faire l'éveil qu'on faisait avant, toutes
préveille d'aller voir sur le terrain ce que fait l'Indra, l'avancée de l'Indra. On ne peut pas parce que dès qu'on sort de chez nous, on est contrôlé. Donc ça frise au harcèlement. C'est les gendarmes mobiles nous tombent dessus dès qu'on sort de chez nous. Et pire que ça, pendant un mois, plus d'un mois, il y a des camions de gendarmerie mobile qui sont stationnés devant chaque domicile. Et après, ça sera plus que la maison de résistance, mais pendant un mois, c'est vraiment tous les domiciles, avec des gendarmes mobiles qui passent avec les caméras, qui filment les gens dès qu'ils rentrent, dès qu'ils sortent, à toute heure du jour et de la nuit, et qui les contrôlent dès qu'ils font un pas en dehors des sentiers battus. Et même sur les sentiers battus, c'est la même chose. Et qui passent toutes les 30 minutes devant tous les habitats de tous les gens qui sont installés à Bure. Il faut savoir quand même qu'entre le moment où il y a l'occupation du bois en 2016, où on était peut-être 20-25-30 personnes à vivre à Bure, ou en tout cas y faire des allers-retours, etc. Et juin 2017, entre-temps, il y a peut-être 70 personnes qui se sont installées en plus, en fait. Donc il y a 6 habitats en plus de la maison de résistance, il y a le bois qui est occupé, ça fait beaucoup de monde qui est réparti sur une zone de plusieurs villages autour, avec différentes pratiques, différents tempos, des gens très différents. Enfin, voilà, c'est aussi très composite. Donc on peut difficilement réduire les opposants, comme ça a été fait systématiquement durant les 2 dernières années, à un ensemble de gens qui seraient une espèce de monolithe. Il y avait des assemblées hebdomadaires qui ont duré très longtemps, mais qui elles-mêmes ont fini par imploser parce que sous la pression, parce que les conflits internes que ça a provoqué aussi, parce que de stationner tout le temps des grands gendarmes, de mettre les gens à nerfs, sur les nerfs tout le temps, ça exacerbe aussi les tensions internes, et ça exacerbe les tensions entre les différentes composantes de lutte selon les différentes compositions de la lutte, selon leurs appréciations de la lutte. Donc ça précipite les gens les uns contre les autres un tout petit peu. Donc, mais c'est sans doute aussi un but recherché, mais c'est relativement efficace en vérité. Et donc les assemblées qui permettent un peu de se rencontrer, etc., d'échanger, moins de gens y vont pour différentes raisons qui sont aussi liées à la vie interne des collectifs. Peu à peu on s'éloigne les uns des autres, on a les gendarmes qui nous éloignent les uns des autres, et petit à petit on n'est plus un ensemble de gens qui se croisent et qui se recroisent, on est atomisé en fait. C'est ça un peu la réalité qui se passe. Et la répression peut dérouler le tapis, et donc à partir de l'hôtel-restaurant, il y a un événement très important. Le juge d'instruction ouvre une instruction en association de malfaiteurs en juillet 2017. Ça veut dire que tout à coup, toute la lutte contre CIGEO est susceptible d'être une association de malfaiteurs qui a contribué et œuvré ensemble à ce que des dégradations et des troubles à l'ordre public soient commis. Donc on devient tous présumés coupables. Après, on a toujours été solidaires, c'est-à-dire qu'on a toujours été solidaires pendant longtemps, on a été solidaires entre les associations, entre les collectifs et les individus en lutte contre CIGEO. On a réussi à trouver une articulation solidaire, toujours de faire passer la solidarité avant, malgré nos désaccords. Ça nous a beaucoup fragilisé aussi au niveau de l'association de malfaiteurs, parce que tout le monde devient présumé coupable et ça retranche un peu tout le monde dans une espèce de crainte de ce qui va tomber derrière en fait. Mais c'est aussi le but recherché de ce genre de dispositif assez vicieux en fait. Et le 20 septembre 2017, on a une perquisition à la maison de résistance, plusieurs perquisitions au domicile des opposants sous le chef de l'association de malfaiteurs. Donc on est plusieurs à avoir nos domiciles perquisitionnés, un certain nombre de nos affaires personnelles saisies. Donc ils saisiront 40 ordinateurs je crois, et 60-70 téléphones peut-être, un truc comme ça je crois. Donc c'est une quantité considérable d'affaires personnelles, y compris des gens de passage. À la maison de résistance, il y a quand même pas mal de militants ou de gens de passage pour la journée, etc., qui se font saisir aussi tout leur matériel. On a une autre phase d'harcèlement qui commence à partir du printemps 2017, c'est l'harcèlement judiciaire qui va commencer. C'est-à-dire que
les gens sont arrêtés pour un oui, pour un non. Le pneu lisse, le pas de feu, gauche arrière, pas de pièce d'identité, transport d'armes. Ça, c'était 2 opinels et la pelle à tarte. La fameuse pelle à tarte, c'était quand même. Il y a eu le procès de la pelle à tarte. Ils n'ont pas retenu la pelle à tarte, mais les 2 opinels étaient transport d'armes. Dans un camion dont la personne se sert tout le temps, y compris pour son boulot ou pour sa vie personnelle. Avoir 2 opinels, ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Sauf que ça va enchaîner une série de procès qui va. Alors déjà, on a une série de convocations à partir de la fin de l'année 2017. On a une grosse série de convocations, 10-15 convocations de gens de la lutte, de plein d'horizons différents de la lutte. C'est là qu'on voit que ça tombe un peu partout, sur des anciens de la lutte individuelle, sur des associatifs, sur des gens qui sont en lutte sur place dans les collectifs engagés sur place, les habitants sur place. Et tout ça, c'est des questions qui sont posées un peu comme ça, anonymement, quelles sont vos orientations, pourquoi vous avez participé à ça. Il y a le mur qui est mis en cause, donc le fameux mur qui était tombé un an auparavant, il y a 2 anciens de la lutte qui sont mis en cause pour ça. Il y a 4 personnes qui sont convoquées pour ça, qui sont 4 anciens de la lutte. Alors que bon, il y avait 400 personnes ce jour-là. C'est ces 4-là qu'ils ont choisis. Donc vraiment c'est très symbolique parce que ça pioche dans 4 directions différentes de la composition de la lutte depuis 20 ans. Quoi. Des anciens de la maison de résistance, des gens de une personne de la Confédération paysanne. Ils avaient déjà attaqué un paysan avant sur le fait que son tracteur était en vue du bois pendant l'occupation, qu'il avait servi à remonter les affaires des gens qui avaient été évacués du bois. Donc le tracteur avait été immobilisé pendant 1 an, mis sous scellé pendant 1 an. Donc pour un agriculteur du coin, c'est très très dur. C'est quand même des gens qui ont une vie difficile et d'être privés d'un de leurs outils agricoles, c'est quand même extrêmement difficile. Il a fallu 1 an pour le réobtenir en fait, avec condamnation de ce paysan quand même au final en justice. Et au printemps 2018, ça tombe. Des procès du mur, les 2 sont condamnés, les 2 personnes, on a eu l'appel il n'y a pas longtemps, avec des dossiers vides, des photos floues, pixelisées, des dossiers complètement vides, un procureur qui entérine tous les dossiers à tour de bras et qui fait des journées de condamnation. Donc il convoque 10, 15 personnes d'un coup. Les gens qui ont été arrêtés dans la maison de résistance. Si une personne dans la maison de résistance, parce que quand même quand on enfonce les portes à 6h du matin au bélier, qu'on crie sur les gens, qu'on les sort du lit, etc., et que ces gens ont le malheur de dire bande d'enfoirés ou grosse merde, etc., là, ça fait des outrages. Et boum, ça se retrouve au tribunal 3 mois après. Donc c'est à la peine. Les gens, dès qu'ils disent quelque chose sur un contrôle, dès qu'ils résistent un tant que soit peu, boum, outrage, résistance, rébellion, machin, et interdiction de territoire. On va avoir 25 interdictions de territoire en l'espace de 6 mois en fait. Donc des gens qui n'ont plus le droit de revenir en Meuse, en Haute-Marne, soit dans le village de Bure uniquement, pendant 2 ans, ou jusqu'à leur procès 6 mois après en fait. Donc ça évidemment, ça écrème un tout petit peu les gens qui sont mobilisés sur place. C'est assez méchant quand même. Et au-delà de ça, nous on arrive avec la manif de Bar-le-Duc qui a eu lieu, donc il y a un peu un regain, une tentative de sortir de Bure, de faire une manifestation qui rassemble à nouveau du monde en dehors de Bure, donc à Bar-le-Duc, revenir un peu sur les traces des premières manifs il y a 20 ans, qui rassemble 2000 personnes à Bar-le-Duc. Et dans la semaine qui suit, boum, perquisition, 14 perquisitions, donc il y a beaucoup de nos domiciles qui sont visités, quasiment tous. En tout cas pour les gens sur place et pour un certain nombre de gens qui ont été mobilisés sur place dans les 2 années précédentes. Et on est 10 personnes mises en garde à vue, dont 5 vont être gardées pendant 60 heures. Donc tous sont interrogés sous le régime de l'association de malfaiteurs en fait. Donc on a une liste impressionnante de chefs d'inculpation, allant de la participation à manif non autorisée, organisation de manif non autorisée, trouble à l'ordre public, etc. Transport de matières inflammables, détention d'explosifs, etc. Parce que des fusées de feux d'artifice ont été retrouvées dans la maison de résistance, par exemple. On devient tous. Par exemple, nous, moi, en tant que permanent de la maison de résistance, je deviens coupable de recel et de détention d'explosifs.
parce qu'à un moment donné, il y a des fusées d'artifice qui ont été retrouvées dans cette maison de résistance en fait. Sauf que dans cette maison, il y a en permanence 30 à 40 personnes, il y a énormément d'affaires. Après, moi je ne suis pas en train de me dédouaner ou de me défausser, mais c'est juste expliquer quand même un contexte où c'est facile de fabriquer vraiment des chefs d'inculpation. Donc on a chacun entre 5 et 7 chefs d'inculpation sur une association de malfaiteurs qui nous expose à 5 à 10 ans de prison en fait, sur le papier. Voilà ce qui est écrit sur le truc. Donc on va être interrogé pendant les 60 heures, moi je suis interrogé 25 heures par exemple. Et pendant 25 heures, on va m'interroger sur quoi? Sur vous avez répondu aux médias, on va me faire écouter les entretiens avec des journalistes en fait au téléphone. Donc on fait écouter les conversations avec les journalistes pendant 1h30. Donc déjà pour le secret des sources journalistiques, c'est pas terrible. Mais en plus, on me dit, voilà, vous dites ça aux journalistes, vous n'êtes pas en train de vous dissocier des troubles à l'ordre public envers les journalistes. Donc, c'est que vous les revendiquez, non? Et ça, c'est vraiment un glissement assez problématique, en fait. C'est que là, on est présumé coupable de tout. Si on ne le dénonce pas, on est présumé coupable. Si tous les associatifs, et pas mal d'associatifs, il y a des gens des associations, on est plusieurs qui appellent mon nom sur les associations, si nous ne dénonçons pas au cours de ces auditions, si nous ne nous dissocions pas des troubles à l'ordre public, nous en sommes complices et responsables en fait. Et c'est ça l'association de malfaiteurs, ce que ça crée. C'est-à-dire que ça crée une espèce de champ de peur qui s'étend sur l'ensemble des gens, qui du coup ont peur de... Et surtout ce qu'on découvre, c'est 1 an de mise sur écoute d'une centaine de personnes, enfin c'est 20 à 30 personnes mises sur écoute permanente pendant 1 an. C'est une centaine de personnes mises sur écoute ponctuelle durant plusieurs mois en fait, ponctuelles, des écoutes ici et là. Et des centaines de réquisitions téléphoniques sur les gens qui ont manifesté à Lyon. Parce qu'il y a eu l'installation de dispositifs, les requêtes sur toutes les antennes relais des environs. Donc il y a eu la captation de, par exemple, manifestation à Bure, une journée, il y a 400 personnes, il y a 400 numéros de téléphone, tous les gens qui ont leur téléphone allumé sont dans la liste du dossier en fait. Il y a 10 000 pages de dossier à ce jour, le dossier il prend 2000 pages tous les 2 mois en fait. Tous les 2 à 3 mois, on a 2000 pages de plus dans ce dossier, dans ce truc. S'il y avait 10 000 personnes, il y aurait 10 000. Il y a un moment donné où ça s'arrête, quoi. Ils n'ont plus les capacités de tout espérer. Bah, le problème, c'est qu'il y a des logiciels d'analyse qui font des arbres qui sont censés supposément établir les relations entre nous. C'est-à-dire que selon le nombre d'occurrences qu'on a d'échanges avec un tel ou tel numéro, ça détermine si cette personne est centrale ou pas dans l'organisation potentiellement. Et ça crée des arbres qui sont faux, factuellement, qui donnent des choses complètement imaginaires. Et je ne le dis pas là parce que je suis mis en cause. Je le dis vraiment que ce que moi j'en ai vu, c'est délirant en fait. C'est qu'on construit aujourd'hui un travail de renseignement basé sur des moyens technologiques et pas sur une connaissance du terrain. Et dans les auditions, il est très clair que les agents interrogateurs ne comprennent rien, ne comprennent que la moitié de ce qu'est un univers militant, de ce que sont des fonctionnements militants. Ils recherchent des chefs lavés des fonctionnements collectifs dans un certain nombre de choses. Ils recherchent des chaînes de responsabilité là où il y a de l'improvisation et du chaos inhérent à des milieux militants. Et c'est ça la réalité, c'est qu'ils essaient de fabriquer des choses qui n'existent pas. En fait. C'est tout le problème des gilets jaunes, il n'y a pas de chef. Donc on peut rien. Mais c'est très problématique parce que là on a vraiment à faire un renseignement de bas étage parce qu'on n'a sans doute pas les moyens de faire autrement que de payer des réquisitions téléphoniques, donc moyens matériels, restrictions budgétaires, renseignement, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut un meilleur renseignement, attention. Mais là c'est carrément problématique en fait d'avoir ça en face de soi. Donc là aujourd'hui la situation, on en est à un point où il y a eu expulsion du bois, un certain nombre de gens se sont... Et ça a été assez dur. C'est une phase très agressive qui est venue en conjonction avec celle de Notre-Dame-des-Landes, avec quelque chose de très agressif d'un point de vue des violences policières. Il y a pas mal de gens qui ont été sévèrement malmenés. Il y a eu beaucoup d'insultes de la part des forces de l'ordre, mais c'est vrai en sens inverse aussi, pour être juste dans les... Mais après, il y a eu beaucoup d'insultes
d'humiliation, de choses du quotidien, qui vraiment, si la théorie du maintien de l'ordre et de la police c'est la désescalade, ben, là on est carrément dans l'inverse. Parce que vraiment, au quotidien, humilier tout le temps les gens comme c'est fait, et il y a des gens ici qui font. Vous parlez de la situation qu'on a vécue ces derniers mois. Ouais. On est à un stade où passer la nuit avec le moteur à fond et éclairer les caravanes des gens qui habitent sur zone pour être sûr de les réveiller, c'est sortir de la voiture et venir sur le terrain de la maison de résistance, par exemple. Venir sur le terrain de la gare, j'ai un copain pour l'embarquer au poste. C'est pas de petits détails comme ça au quotidien, justement, sur la dernière année, qui ont été vraiment accaparants. Tu ne peux plus avoir de sentiment de sécurité à partir du moment où, même chez toi, tu n'es plus en sécurité dans un sens. C'est peut-être ça qui est le plus prenant sur les dernières années. Et ce qui est compliqué, c'est que, comme l'expliquait Alexis au début de la conférence, on est parmi les personnes investies, un certain nombre ne peuvent plus aller sur place car sont interdites de territoire, et un certain nombre d'entre nous ne sont plus autorisés à se voir. Ce qui pose énormément de problèmes, parce que je ne sais pas si vous imaginez que dans un département où il y a 100 000 habitants, il n'y a pas 36 bars où on se retrouve dans les villes, il n'y a pas 36 endroits qu'on partage, et on n'a pas une infinité d'amis qu'on peut échanger comme ça à l'envie. Donc tout le temps, alors qu'on n'a pas le droit d'entrer en contact, on doit savoir où sont les autres, pour ne pas les croiser. Et entrer en contact, c'est dès qu'il y a un lieu clos, dans un lieu clos, il y a une suspicion d'entrer en contact, et si jamais on rentre dans la même pièce qu'une personne, il y a une suspicion d'entrer en contact possible, et ça peut amener à une incarcération immédiate de chacun d'entre nous, en fait. Donc ce qui pose un énorme problème, puisque pour certains, on est membre d'associations, dans tous les cas, on est membre de même collectif, on a vécu ensemble, on est des amis, surtout avant tout, et on ne peut plus rentrer en contact les uns avec les autres, un certain nombre d'entre nous. On ne peut plus faire de réunions. Donc la lutte est devenue extrêmement compliquée dans les derniers mois, en vérité, pour pas mal de gens. Et pour les gens sur place, il y a une paralysie policière qui s'ajoute en plus, c'est-à-dire le harcèlement policier, les contrôles, etc. Donc la lutte de Bure est obligée de se repenser à l'extérieur, et là, pour quand même repartir sur une note quand même plus positive, parce que ça c'est quand même assez pour moi, il faut le dire. Mais il y a eu quand même un appel à solidarité nationale, internationale, avec la constitution d'un grand nombre de comités, plusieurs dizaines de comités de soutien qui ont été constitués dans toute la France et qui sont un peu l'oxygène aussi, un des oxygènes de la lutte à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire des soirées de soutien, ils font vivre la lutte. Et là où nous, on a beaucoup de mal à reconfigurer la lutte, à la repenser sur place, vu la situation un peu paralysée qu'il peut y avoir dans les dizaines de kilomètres autour de Bure, et ben elle s'est désappropriée, décentralisée quand même énormément par le biais de beaucoup de collectifs de soutien. Donc c'est essentiel, mais il y a une grande difficulté aujourd'hui à avoir une lutte centralisée. Et c'est pour ça qu'il y a un peu une interrogation de comité de soutien. On n'a pas beaucoup de nouvelles de Bure. En fait, Bure a un peu du mal à donner des nouvelles, puisque les nouvelles elles sont un peu difficiles à construire en fait, au quotidien. La lutte est difficile à poursuivre sur place en fait. Et donc du coup, il y a des choses comme le cycle de conférences, l'Atomic Tour qui est en train de faire le tour de la France, donc pour expliquer un tout petit peu les problématiques des déchets nucléaires et tout ça, en réponse au grand débat national lancé sur les débats nucléaires par le gouvernement actuel. Il y a un tour de 60 dates qui a été lancé un peu partout en France pour faire un peu tout expliquer les problématiques qu'on rencontre sur les déchets nucléaires. Et puis le cycle de conférences ici présent qui sont d'autres façons de poursuivre la lutte. Et après, il y en a sans doute pas mal d'autres à inventer, mais moi pour le moment je dois avouer que je suis un peu plus en pause aussi, parce que dès que je me déplace, je dois me demander si quelqu'un est là. Et notamment, je sais qu'il y a une des personnes que je n'ai pas le droit de voir qui vit dans cette ville. Et pour moi, c'est une préoccupation très importante de ne pas... de se laisser les uns les autres vivre et d'être là où ils ont envie d'être, et de ne pas forcément s'imposer là où il y a d'autres qui ont envie d'aller en fait. Donc on se consulte et tour à tour, on sera, tantôt ça sera l'un, tantôt ça sera l'autre. Et voilà, c'est un peu la réalité présente d'un certain nombre d'entre nous. Vous êtes arrêté à une date, là, il n'y a plus rien derrière. La visite de Cornu, par exemple. La visite de l'Ocornu, il y a eu une visite de l'Ocornu, oui, brève, et il a annoncé une grande visite, rencontre des... C'était la veille
l'expulsion du bois. C'était au lendemain de l'expulsion du bois. Le 23. Oh, bah, si tu veux, oui. Donc, si vous voulez, le point que vous soulevez est effectivement très très important parce qu'il montre bien le mépris que le gouvernement peut avoir pour les militants. Alors personnellement, je fais partie du CLIS de Bure pour les embêter, essayer de pêcher des informations et de trouver des systèmes pour retarder le projet. Et donc, au titre de porte-parole du CEDRA et de participant au CLIS de Bure, j'avais reçu un coup de téléphone de la préfecture de la Meuse le mercredi, sur le coup de 18h, alors je ne sais plus sa date, mais bon, c'était le mercredi, nous proposant une rencontre avec le Cornu, qui était dans le coin le vendredi. Donc, instantanément, sitôt l'invitation, si l'on peut dire, partie, on se concerte pour savoir où on y va, on n'y va pas. Et puis, comme quelques temps auparavant, on avait galéré pour rencontrer, alors on s'est battu pour rencontrer Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, qu'on n'a jamais vu. On s'est battu pour rencontrer Nicolas Hulot, c'était pareil, fin de non-recevoir, mais finalement on avait réussi à rencontrer à Paris au ministère un de ses collaborateurs qui nous a ostensiblement fait sentir qu'on n'était pas du même monde, donc c'était extrêmement déplaisant. Comme le Cornu venait, on décide de faire une entorse à nos principes, et toutes les associations qui avaient été contactées se disent bon, après tout, le Cornu vient dans le coin, on y va, on lui dit ce qu'on a à dire parce qu'on a des choses à lui dire, et puis voilà, basta. Et donc, coup de fil le mercredi, j'insiste là-dessus, et le lendemain matin, je suis réveillé à 6h par Juliette qui me dit mais t'es au courant? Je dis au courant de quoi? En plus, avec l'âge, on dort de plus en plus longtemps, donc j'étais pas très motivé. Elle dit ils ont évacué le bois. Alors, je dis mais c'est pas possible. Donc instantanément, direction Bure, et effectivement, ces gens se permettaient de nous inviter, se foutaient de notre tronche en allant se livrer à cet acte inqualifiable qui consistait à expulser les gens de chez eux, parce que ce bois c'était leur chez eux, et ils auraient pu attendre. Et parallèlement à ça, le Cornu et sa bande s'étonnaient qu'on refuse, parce que bien évidemment, aussitôt on a fait un communiqué pour dire qu'il était hors de question de rencontrer l'État dans ces conditions-là. La concertation à la matraque, ce qui est très à la mode avec M. Macron, c'est pas notre truc. Donc on a aussitôt annulé. Et il a trouvé le moyen de raconter dans un communiqué de presse qu'il avait rencontré des opposants, alors que c'était complètement faux. Et oui, voilà donc pour cet épisode-là. Et donc on a un État qui nous court après. Par exemple, avec le débat public qu'ils veulent organiser, on a rencontré, on a été contacté téléphoniquement par la chef du débat public, madame je ne sais pas comment, et puis qui essaye de passer par le CLIS aussi pour nous attirer dans ce machin-là. Et pour nous, il est hors de question de participer à quoi que ce soit avec ce gouvernement, dont la seule finalité est d'enfouir les déchets radioactifs et dont la seule ambition est de mater complètement et de manière violente et insupportable toutes les contestations. Bon, en regardant le film tout à l'heure, ce serait plus possible maintenant, quoi. Les manifs de Bar-le-Duc, qui sont bon enfants avec des flics avec un calot ou une casquette bien rigolote, bon là c'est plus possible, on n'arrive même pas à Bar-le-Duc. On est contrôlé 153 fois et puis on se fait casser la figure par les forces de l'ordre. Ouais, il y avait aussi, quand même dire, il y a un festival burlesque qui va s'organiser à nouveau l'été prochain, donc ça c'est quand même important de le dire. Dans tout ça, les uns et les autres, on essaie de... Il y a une semaine, sans doute aussi, une semaine de rencontres, une semaine d'échange qui est prévue en avril. Donc ça se précisera au niveau de Bure même, mais les gens sur place, c'est aussi la difficulté de se réorganiser en sachant que tous les outils sont aussi un peu sont fragilisés par ce qui s'est passé. Donc à une époque, on avait la possibilité de mettre en commun beaucoup plus de choses, donc on pouvait acheter en commun un certain nombre de choses et arriver à avoir un peu
une répartition entre les individus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à partir du moment où finalement le collectif a explosé sous la pression extérieure, et pour plein de raisons. Hein. Les raisons sont internes, sont externes, mais évidemment, c'est très difficile d'être serein, d'en reconstruire quelque chose ensemble quand on subit une pression comme ça au quotidien. On a beaucoup de mal à refaire collectif, à se retrouver ensemble et à savoir quel est le commun, quand le commun était aussi malmené, et notamment toutes les personnes qu'on